Frédéric Bizard, je suis économiste, professeur d'économie à Sciences Po et spécialisé sur les questions de protection sociale et sur la santé, pour domaines sur lesquels j'ai réfléchi à une refondation du système, parce que beaucoup de choses intéressantes ont été dites par la ministre. Sur le constat, on est à peu près tous d'accord. Ce qu'a dit la ministre là, je ne peux être qu'en phase. Sauf qu'il y a la question après, c'est le so what ? On fait quoi ? Et là, il faut creuser un peu. Parce que comment on passe de la situation actuelle à la situation future, qui répond aux mutations qui sont historiquement, en tout cas uniques. Enfin, il faut remonter à des siècles en arrière pour voir un changement du monde économique, du monde social, et avec des révolutions technologiques aussi fortes que maintenant. Donc c'est extrêmement compliqué, hein, je jette la pierre à personne, mais c'est ça l'enjeu. Et en effet, je rejoins ce qu'elle a dit, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette, parce que si on n'arrive pas à faire changer les choses, on peut parler d'absence de volonté politique et tout ça, mais c'est surtout qu'il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Il ne faut rien attendre d'en haut, notamment pour la raison que j'ai évoquée, mais il faut aussi que tout le monde, et en effet le design des nouveaux espaces, repenser les structures, mais les aménagements, ça fait partie de ça. Moi, je conseille quelques pays émergents, et je suis là sur un cas, un pays émergent où, en fait, ils construisent une ville nouvelle de 300 000 habitants. Ils m'ont demandé de repenser le système de santé et l'offre de santé de cette ville-là. Et là, il y a un moment où on se trouve confronté à la réalité de l'organisation des espaces. Et c'est vrai que j'ai assez peu autour de moi de gens, en tout cas dans ce pays-là, même si on travaille avec le monde entier, pour m'apporter des réponses concrètes, encore une fois, parce que c'est assez compliqué. Mais là, il faut vraiment y aller, donc je trouve que cette réunion d'aujourd'hui est particulièrement importante et utile. Alors, je vais aller assez vite sur le début, parce que ce qu'a dit la ministre, vous allez voir, va rejoindre ce que je vais dire, même si je vais probablement le dire un peu différemment, mais on va essayer d'aller donc dans le so what. Le deuxième palier, c'est que donc, le nouveau paradigme de santé, c'est quoi ? Parce que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ce qu'on va utiliser j'aime bien son approche sur la gestion des risques, parce qu'on oublie qu'un système de santé comme un système de retraite, comme un système d'assurance chômage, comme un système qui est lié à la précarité, c'est avant tout un système de gestion de risque. Donc il faut bien comprendre l'évolution de ce risque-là pour répondre et proposer un système d'avenir. Et puis on verra l'évolution des structures médicales. Alors jusque-là, je maîtrise, je pense bien. Après, je me suis lancé sur quelques esquisses, mais je vous donnerai le relais parce que c'est plus de mon job. Alors, d'une part, je ne suis pas architecte et j'y connais rien, mais en plus, j'ai une orientation dans l'espace qui est épouvantable. Donc, si vous voulez, je cumule pas mal d'handicaps par rapport à ce sujet-là. Sur l'état des lieux, on assiste à une triple transition. Ça a été dit, la première, c'est une transition démographique. Mais encore une fois, il faut comprendre les impacts que ça a. Il y a une phase de vieillissement, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'intensité de ce vieillissement-là. On est... Vous parlez du monde ou de la France ? La France. Vieillissement de la population à rythme inédit, de 2010 à 2050, la part de la population âgée de 65 ans va passer de 17 à 25%, plus de 80 ans de 5 à 11%. La spécificité de la France, c'est qu'on a un vieillissement qui est dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus riches, mais on a des pays qui sont, pour vous dire, l'Espagne, le Japon, l'Allemagne seront à 35% de personnes de plus de 65 ans, donc on est loin d'être dans des records. En revanche, le grand vieillissement, la population de plus de 80 ans, avec une espérance de vie qui est importante, où on est là dans des taux relativement élevés. Alors, si je vous laissais réfléchir à ça, la conséquence de ça en matière de santé, vous me diriez, on va vers une catastrophe financière, économique. Hein, tout ça, c'est la chose. Bon, on va trouver les solutions. Mais au-delà de ça, sur un plan économique, le vieillissement a un lien très marginal, a une corrélation faible avec la hausse des dépenses de santé. Étonnant, hein ? Japon, pays le plus vieux, consomme 2 points de PIB de moins que nous. Les États-Unis, pays le plus jeune, consomment le double de la moyenne des pays de l'OCDE. Parce qu'en fait, il y a un vieillissement qui est démographique, mais en fait, c'est un rajeunissement de la population.
Hein, d'accord. Si vous prenez une personne de 70 ans aujourd'hui par rapport à une personne de 70 ans de la génération précédente, percevez que l'état de santé de cette personne est bien meilleur. Okay. Rappelez-vous, il y a des années, quand mon champ était notamment il y a une dizaine d'années, on disait mais le prochain fléau, c'est la dépendance. On va avoir des centaines de milliers de gens qui vont être dépendants, on ne va pas pouvoir y répondre. Et puis on s'aperçoit que 10 ans après, finalement cette dépendance, ce fléau-là, il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a repoussé l'âge d'entrer dans la dépendance à 83 ans aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important parce que une des solutions, quand Madame disait on va trouver des solutions, elle a raison, mais ça nécessite d'avoir une évolution stratégique. Vous verrez, c'est la notion de passer du soin à la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système qui est hospitalo-centré, ça a été dit, mais curativo-centré. Et à juste titre, au XXe siècle, la priorité, c'était de rendre accessibles les professionnels de santé à l'ensemble de la population et que tout le monde soit soigné. Bon, mais ça fait 30 ans qu'on l'a fait. D'accord ? Mais on en est resté là encore. Okay ? Donc, en fait, la question de fond, pour rendre le système soutenable, je suis d'accord, il ne sera pas soutenable. Mais pourquoi il ne sera pas soutenable ? Parce que si on attend que les gens, avec la horde de gens de plus de 65 ans qu'on a dans la population, si on attend que les gens soient malades pour les soigner, on n'arrivera jamais à soigner tout le monde avec les dernières innovations et donc à avoir une prise en charge égalitaire comme on a réussi à avoir jusqu'à maintenant. Donc l'objectif stratégique, le nouvel objectif stratégique, qui n'en était pas un, c'est de repousser la maladie le plus tard possible. Ça, c'est une première chose. Qu'on tire de cette évolution démographique. Encore une fois, il faut aller jusqu'au bout de l'évolution. Alors, si, vous allez me dire, il est gentil, mais si ce n'est pas le vieillissement, c'est quoi qui tire les dépenses de santé ? Ce sont les innovations. Si vous avez 3 millions de gens qui souffrent d'Alzheimer, au lieu d'1 million comme aujourd'hui, demain, vous n'aurez pas de dépenses de santé si vous ne savez toujours pas soigner Alzheimer. D'accord. Vous aurez des dépenses sociales, en matière de dépenses de soins, vous n'en aurez pas plus. Donc c'est l'arrivée d'une innovation qui permettrait de traiter Alzheimer qui ferait là exploser les dépenses de santé. Donc vous n'avez pas de lien direct, mais vous avez un lien indirect avec le vieillissement de la population parce que vous avez une hausse de la demande potentielle. Sachant qu'on sait bien que la population de plus de 65 ans a une probabilité de souffrir de pathologies, en effet des pathologies chroniques de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus importantes. Donc vous voyez que la chose, c'est qu'il ne faut pas un vieillissement de la population, explosion des coûts de santé. Non, d'abord ça va dépendre de l'innovation, mais on rentre dans une phase, dans une vague d'innovation, comme disait Schumpeter, extrêmement importante. Ainsi, pour vous dire, si on continue sur un rythme d'innovation jusqu'à 2040 qu'on a connu ces 20 dernières années, on va passer de 12 points de PIB à 14 points de PIB en matière de dépenses de santé en 2040. Par contre, si on double le nombre d'innovations d'ici à 2040, on passera de 12 points de PIB à 21 points de PIB. Okay ? Donc, vous voyez que tout l'enjeu est là. Si on continue et si on ne restructure pas notre système de santé, avec très probablement, et c'est évidemment une excellente nouvelle, on n'arrivera pas à financer les innovations pour tous, c'est une certitude. Après, on peut se dire, on n'éduque plus les gens, on ne fait que les soigner, mais tout ça a des conséquences. C'est une question d'allocation de ressources. Hein. Après, ce sont des arbitrages. Deuxième transition de fond, c'est évoqué, la transition épidémiologique où on passe d'un risque court à un risque long. Et ça, c'est commun à l'ensemble des systèmes de gestion du risque en matière de protection sociale. On avait, dans les années 50, une retraite de l'ordre de 5 à 7 ans. Elle est aujourd'hui de 25 ans. On était au chômage juste le temps de retrouver un job quand on changeait de secteur. On est aujourd'hui sur des durées longues. Donc ça, c'est l'allongement de la durée du risque est une donnée de fond, et on va voir, est une donnée qui change le modèle de gestion du risque. Okay ? Donc en santé, on mourait de pathologies aiguës. On meurt maintenant de pathologies chroniques. La chronicicisation des maladies, là aussi, il faut comprendre d'où ça vient. C'est pas comme ça, ça ne nous est pas tombé du Saint-Esprit. C'est lié à plusieurs choses. Première chose, c'est quoi, à votre avis ? Pourquoi le temps de pathologie s'allonge ? Parce qu'il y a les innovations et parce qu'on ne souffre plus d'un cancer en une semaine ou d'une affection cardiaque en une semaine, mais on arrive à vivre, voire à les soigner. Mais pour le moment, on ne sait pas très bien guérir. On sait bien prolonger
la durée de vie, ce qui a une importance en matière économique. Mais en tout cas, peut-être qu'on rentrera dans une vague d'innovation ultérieurement, notamment avec l'arrivée de la génomique, où d'abord, on évitera que les gens soient malades, mais on arrivera à les soigner, notamment avec la thérapie génique, mais on n'en est pas là. Donc pour le moment, on est dans une phase, parce que tout ça, c'est par plusieurs phases. Et ce qui est toujours difficile, c'est on est resté pendant des centaines d'années dans cette première phase, on va dire, du curatif, on va dire pendant 200 ans, où on a amélioré le curatif. Et puis là, on est en train d'aller dans une phase où on est dans la guérison du curatif, et puis on va rentrer dans une phase où on sera dans éviter les maladies. Après, c'est encore une fois, mais allons-y étape par étape. Donc cette chronicisation des maladies, donc liée à l'innovation, liée à l'évolution des modes de vie. On a aujourd'hui, si vous prenez l'obésité, par exemple, qui, on sait, génère du diabète, génère des affections cardiaques, donc génère d'autres pathologies chroniques. Donc il y a l'évolution des modes de vie. Et là, quand on dit ça, et quand on a dit ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de repousser la pathologie, en tant qu'architecte, ça doit vous parler parce que, et j'ai fait des propositions précises là-dessus, mais c'est vraiment stratégique, c'est que, tiens, s'il y a des modes de vie qui sont influencés par les environnements de vie, hein, le diabète, l'obésité, c'est typique, c'est pas une bactérie, c'est bien qu'on a des modes de vie influencés par les espaces de vie. Si on ne mettait plus les ascenseurs, sauf pour les personnes handicapées, devant de façon visible dans tout immeuble, on sait qu'on pourrait baisser de 40%, selon une étude américaine, le taux d'obésité. On sait que si on mettait les parkings là où on le peut, non pas au pied des immeubles, mais à 400 mètres, on sait qu'on baisserait l'obésité. C'est tout ça qui apportera des réponses à ça. Donc vous voyez bien que le design architectural, il est absolument clé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce qu'on n'a pas le temps et parce que vous avez compris. Voilà. Mais sachez quand même que ces pathologies chroniques-là, c'est 2/3 des dépenses d'assurance maladie, des dépenses publiques, c'est 85% des dépenses d'ici 2025. Mais ça, je dirais, ça vous concerne moins. Mais juste pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut repenser le système de financement, c'est qu'on avait une assurance maladie, finalement, qui finançait l'ensemble des soins pour les Français, principalement, et puis on avait mis un système complémentaire pour les gros consommateurs de soins. Sauf qu'aujourd'hui, cette assurance maladie, elle s'est ultra spécialisée dans le gros risque, principalement, et donc on a pour tous les soins courants, qui concernent une très grande majorité de Français, parce que vous avez 10 millions de Français qui souffrent d'affections de longue durée reconnues, hein, ça coûte 10 000 € par patient, donc ça fait 100 milliards d'euros sur 150 milliards de dépenses d'assurance maladie, vous voyez que vous êtes à 2/3. Mais donc ça veut dire qu'il faut repenser le financement pour les 55 millions de Français qui, eux, ne souffrent pas d'affections de longue durée reconnues, mais qui ont des besoins médicaux chroniques. Juste pour vous expliquer pourquoi il faut repenser le financement. Alors la troisième transition, c'est la transition technologique avec l'hyper-révolution des NBIC. Tout le monde est familier avec ça, oui? NBIC? Non? Ça, c'est en fait une confluence de révolutions, c'est pour ça qu'on parle d'hyper-révolution, qui transforme véritablement la santé, mais bien d'autres secteurs, l'agriculture et d'un tas d'autres secteurs. Alors, ce sont les nanotechnologies. Alors là, on va le voir, c'est d'un modèle mainframe à un modèle ambulatoire et domestique. Tout ce qui prend aujourd'hui une place très importante va devenir extrêmement petit demain. Le meilleur exemple, c'est ça. Hein. Il y a 50 ans, il fallait, pour avoir une capacité en matière d'ordinateur comparable à ça, il fallait cette pièce-là, il fallait un ingénieur pour le faire. Aujourd'hui, ma fille de 5 ans, elle sait parfaitement faire marcher ça. Donc voilà, c'est ce qui va se passer dans les hôpitaux. Quasiment tout ce que vous avez quand vous rentrez dans un hôpital qui vous prend un espace absolument fabuleux, ou en tout cas de plus en plus d'éléments, vont d'une part demain être en mobile et d'autre part être exploitables directement par le patient sans avoir à passer par des techniciens ou des ingénieurs. Même si, encore une fois, ça va se faire par étapes. Mais ce qui est important, c'est de voir vers où on va. Le B de biotechnologie, c'est une prise en charge de plus en plus tôt et ciblée. Là, vous voyez, comme disait madame, on aura des réponses, mais il faut savoir comment on les articule. Il faut qu'on agisse tôt. Je vous ai dit, il faut qu'on repousse la pathologie. Eh bien, les biotechnologies, en particulier la révolution génomique, c'est-à-dire, on sait aujourd'hui séquencer votre génome. Hein, ça ne coûte plus très cher. Ça a coûté 3 milliards de dollars au premier qu'on a fait, qui a inventé l'ADN en 80. Maintenant, ça coûte 500 € et ça coûtera 100 € d'ici à 2020.
Donc vous voyez qu'il n'y a plus de barrière avec tous les bénéfices et tous les risques qu'il y a derrière ça. Mais il faut voir où on est. Donc ça, on sait lire votre génome parfaitement. Le seul problème... Donc on va mieux connaître vos prédispositions et risques. Au risque, enfin vous en particulier, on va tous mieux connaître nos prédispositions au risque. Maintenant, je peux vous dire que contrairement à tout ce qu'on entend, avant que véritablement il y ait une utilisation courante de ces prédispositions, en tout cas de ces lectures génomiques, va s'écouler des dizaines d'années, parce qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup plus de questions que ça apporte de réponses quand vous écoutez des gens qui connaissent vraiment bien la génétique. Mais en tout cas, là aussi, c'est la tendance de fond qu'on va avoir. Et ça va bien nous servir, parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est essayer de connaître le mieux possible les façons de repousser la pathologie demain. Il y a l'informatique, l'Internet, la révolution numérique, je vais y revenir, mais ça va toujours dans le même sens. C'est que là aussi, elle va m'aider. Pourquoi ? C'est qu'en fait, il faut que je bascule d'un système qu'on a appelé État-providence, qui est un système basé sur le fait que moi, système, je m'occupe de la gestion de votre risque. Donc je ne vous demande pas d'être actif, parce que moi, État, ou moi, système de santé, avec ses professionnels de santé et ses bâtiments, je m'en occupe. Donc quand vous aurez besoin de moi, vous viendrez me voir et je m'occuperai. Ça, c'est plus possible, notamment pour des raisons que j'ai évoquées. Et donc il faut basculer vers un système où il faut rendre actif l'assuré et où le gestionnaire principal de son risque, c'est l'assuré. Alors, vous allez me dire, c'est gentil parce qu'on est là tous autour d'une table CSP+, c'est facile pour nous, mais enfin, eh bien ouais, mais justement, c'est bien là où il faut changer de système, parce que si on ne le change pas, vous et moi, on va vers ce système-là. Mais ce qu'il faut, c'est embarquer toute la population vers ce système-là, parce que sur un risque long, faire croire que le système peut se substituer à l'individu dans la gestion du risque est un leurre, c'est une illusion. Donc si on ne le fait pas, on va juste creuser les inégalités. Vous prenez un diabétique, par exemple, si on continue à avoir juste un système centré sur le moment où il est avec les professionnels de santé et on le laisse pendant les 99% de son temps dans la nature, sans la notion d'empowerment des Anglais, sans lui avoir donné le pouvoir de gérer son risque, cette personne-là va avoir une qualité de vie bien plus dégradée qu'une autre qui aura ce pouvoir-là. Donc d'une médecine réactive, on passe à une médecine proactive, d'une gestion du risque en aval, une gestion du risque en amont. Je vais revenir là-dessus, mais ça, c'est les grandes tendances. Alors, ça c'est clair ? Bon, ça, tout le monde partage ça. Après, encore une fois, c'est de savoir ce qu'on fait de ça. C'est la chose. Alors, les conséquences sur le mode de gestion du risque. Nécessaire de dépasser le modèle de protection sociale de l'État-providence fondé sur la simple garantie d'un revenu de remplacement pour compenser la survenue d'un risque. L'idée de fond, c'est Amartya Sen, qui a eu un Indien qui a eu le prix Nobel d'économie sur la notion des capabilities. C'est-à-dire que ce qui est important, il y a eu ça dans son pays au moment où il y a les famines, on s'est aperçu que tant qu'on se contentait de subventionner les régions dans lesquelles il y avait les famines, donc les individus, on n'arrivait pas à résoudre le problème des famines. Et puis au moment où on s'est aperçu que finalement, il fallait mieux répartir les terres et rendre les gens capables de cultiver, on a mis fin aux famines. D'accord ? Donc c'est cette notion de rendre capables les individus de faire, plutôt que de les subventionner ou de les assister sans qu'ils soient capables de faire. Donc c'est la notion de capacité. Eh bien c'est exactement ça, en fait. Il faut passer d'un système où on a un État-providence qui se contente, entre guillemets, de subventionner le risque des gens sans les impliquer, sans les rendre capables de gérer ce risque-là, à un système où vous rendez capable, vous transférez des capacités, ce qui a tout un tas d'implications sur les choses. Donc, modèle qui positionne l'État, le système, en ordonnateur de la protection sociale vis-à-vis d'un usager peu impliqué dans la gestion de son risque. Ça, c'est l'État-providence. Un système où modèle de l'État-providence décliné en santé sous la forme d'un modèle beveridgien, qui est un modèle donc efficace sur un risque court, inefficace sur un risque long, modèle efficace au XXIe siècle, efficace au XXe siècle, inefficace au XXIe siècle. Donc on passe à un nouveau modèle post-État-providence. Il faut être politiquement, c'est extrêmement sensible à manier tout ça, parce qu'on a l'impression de dire, c'est tout, on veut plus d'État-providence, on veut le système ultralibéral, ça n'a rien de tout ça. Donc il faut manier ça avec prudence. Un modèle que j'ai appelé démocratique, parce que l'idée, c'est de rendre les gens souverains dans la gestion de leurs risques.
Donc c'est un système qui donne le pouvoir aux individus dans la gestion du risque, qui permet à l'individu d'être acteur de cette gestion, d'être artisan de sa santé. Encore une fois, parce que le risque s'allonge. Donc de toute façon, il faut que je fasse des transferts au maximum vers les individus. C'est une forme de démocratisation de la relation à la médecine, de la relation médecin-patient. Et là, vous voyez que quand vous pensez à toutes ces évolutions technologiques, vous voyez que finalement, c'est bien ça que c'est en train de faire. Toute cette révolution numérique, elle est en train de donner. Mais c'est là où il faut avoir la bonne orientation stratégique, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que de mon point de vue, et ce que je vois à peu près tous les jours, c'est que des gens réfléchissent en fonction des évolutions technologiques, et ils travaillent en fonction... Non, il faut avoir une réflexion, de mon point de vue, en tout cas stratégique, dans lequel vont s'inscrire ces évolutions technologiques. Mais si on part de la technique pour faire évoluer les systèmes, à mon avis, on n'adapte pas les systèmes, et c'est bien ce qu'on a tendance à faire, puisqu'aujourd'hui, on a un système de retraite, un système de santé qui n'a pas bougé depuis 1945, quand vous regardez les structures. Bon. Et c'est bien à cause de ça. Et quand vous dites marché de la santé, on pensait que c'était un grand marché, mais finalement, on s'aperçoit... Non, mais je vous rassure, ça va être un marché énorme. Sauf qu'il faut que les politiques ne fassent pas juste des constats, mais passent à l'action. Et c'est pas, encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, c'est qu'il faut les aider à ça. Parce que ce n'est pas eux qui vont trouver les solutions. Personne ne bosse sur le plan de l'avenir, ni dans les partis, ni dans les choses. Mais c'est clair, voilà. Donc il y a des think tanks, des trucs, mais enfin globalement, on voit bien que les idées ne viennent pas là. Donc il faut arriver à apporter des idées, parce que par contre ils sont intelligents, ils comprennent vite, et bon, il faut les pousser un peu pour la réforme, mais en tout cas aujourd'hui on est un peu au pied du mur, ça ils l'ont compris. Donc il y a de l'espoir. L'objectif est de rendre l'individu le plus autonome et capable d'autogérer son risque tout au long de son... Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vrai pour l'ensemble du système de protection sociale. On est en train au Sénat de faire on a fini la santé, on fait les retraites, on va faire les choses. C'est ce que je leur ai fait, des nouveaux grands principes. Mais ce qui n'était pas dans le système de 45, et c'est normal, c'était pas la priorité en 45, c'est de donner un maximum d'autonomie et de capacité aux individus pour autogérer leurs risques. Ça doit être l'objectif, qu'on soit de gauche, de droite, le machin, ça n'a aucun... Peu importe, c'est ça. Et il faut trouver un consensus là-dessus, parce que les systèmes de protection sociale, comme des systèmes de santé, ça ne se réforme pas pour un quinquennat. Ça se réforme pour un demi-siècle, pour 70 ans. Et c'est toute la difficulté de ces réformes-là. Bon, il y a des fondements intellectuels, je vous ai dit nombreux là-dessus, mais je passe, on n'a pas le temps. Donc, si on veut résumer... c'est un passage de... On était aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, puisque la ministre actuelle, comme la ministre précédente, vous lui demandez c'est quoi votre politique, moi je serais la ministre de l'accès aux soins. La ministre de l'accès aux soins pour tous. Bon, c'est merveilleux. En 1945, la politique de santé, c'était l'accès aux soins pour tous. Sauf qu'en 1945, c'était totalement justifié parce que c'était la priorité numéro 1. Faire de cette priorité numéro 1 en 2016, c'est une erreur. Alors, à chaque fois, on me dit bah non, mais vous considérez que ce n'est pas important. Mais bien sûr que c'est important. Mais il faut passer juste la deuxième vitesse et se dire que... Parce que si on se limite à l'accès aux soins, c'est-à-dire que j'attends que les gens soient malades et pour qu'ils aient l'accès aux soins, de toute façon, le système, il explose dans les années qui viennent. On l'a vu avec les médicaments de l'hépatite C. C'est-à-dire que dès qu'on trouve une innovation disruptive, mais forcément qui coûte cher, on ne sait plus comment faire. Donc on a bricolé une fois, mais on ne va pas bricoler 107 fois. Bon. Donc, cette évolution stratégique, elle est qu'il faut passer de l'accès aux soins à l'accès à la santé. Ça veut dire qu'il y a deux branches dans la stratégie de santé, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une. La première, c'est de passer à une stratégie de maintien en bonne santé. Vous savez que je n'utilise pas le mot prévention, parce que ça va bien au-delà de la prévention. Et là, vous êtes totalement impliqué dans cette gestion-là, puisque prévention, on n'utilise pas parce qu'on pense toujours prévention médicalisée, dépistage, et tout, mais ça va bien au-delà de ça. Vous verrez tout à l'heure un schéma qui est absolument, à mon avis, essentiel pour vous. La chose. Donc une stratégie de maintien en bonne santé, avec tous les éléments que ça a dedans, et un deuxième axe qui concerne les soins, mais qui est plus simplement un accès aux soins, sont les meilleurs soins au meilleur coût pour tous, donc avec une notion d'efficience. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pensé efficience dans le système, à part dans les revues de la CNAM et du ministère de la Santé. Mais notre système n'était pas orienté, parce que c'était une logique de volume. Ce que je voulais, c'est que tout le monde ait les soins nécessaires pour sa santé, peu importe les soins. Donc on a un système qui quasiment ne trie pas
entre le type de soins à rembourser ou pas, ou très marginalement. Et quand on le fait, on voit d'ailleurs, le système est tellement peu pensé pour ça, tout l'impact politique que ça a. On en est encore à que c'est la politique qui décide de quel médicament on rembourse ou on ne rembourse pas. Donc évidemment, quand vous êtes ministre, c'est toujours délicat de dire « écoute Coco, le médicament que tu prends depuis 10 ans, je ne le rembourse plus ». Bon, ce qui est absurde. Il faut évidemment un système dans lequel il y ait une dynamique pensée, dépolitisée, de la prise en charge des soins à rembourser et des soins qui ne doivent pas être remboursés. Parce que Schumpeter nous a bien appris ça, c'est que les innovations, c'est de la destruction créatrice. C'est-à-dire que les innovations rendent obsolètes énormément de technologies existantes. Et c'est la même chose en santé. Quand vous prenez la radiologie, il y a eu des formidables évolutions en radiologie, et ce n'est pas fini. Mais bon, l'arrivée du scanner, de l'IRM, fait qu'aujourd'hui, on fait encore 80% en volume d'examens radiologiques avec les anciennes radios. C'est-à-dire que comme on n'a pas déremboursé, ou tout du moins on ne s'est pas arrangé pour s'assurer que les anciennes radios soient faites de façon plutôt secondaire, eh bien on a du mal, on est en retard en matière d'équipement IRM, mais par contre, des radios, on en fait à tout va. C'est un exemple de chose. Et ça part du financement, parce qu'à partir du moment, chacun que vous ayez des médecins libéraux, évidemment, c'est encore plus, parce qu'ils ont ce modèle économique-là, mais ça part avant tout du financement, de savoir comment j'organise ce financement. Voilà. C'est bon. Alors, une fois que vous avez mis en place cette réflexion stratégique, il n'y a plus qu'à le décliner sur l'ensemble du système de santé. Et là, il faut savoir que le système de santé, c'est, avec l'éducation nationale, de loin le système le plus complexe des sociétés. Quand on travaille sur la santé et qu'après on travaille sur la retraite ou l'assurance chômage, franchement, c'est un jeu d'enfant. Okay. C'est très complexe la santé. C'est pour ça d'ailleurs que les politiques essaient de ne moins en parler possible. Donc pourquoi ? C'est un tableau de bord en fait, ici, d'un système de santé. Vous avez 5 boutons de contrôle. Okay, financement, paiement, organisation, régulation, comportement. Un financement, comment j'apporte les ressources dans le système. Paiement, comment est-ce que je les distribue entre les acteurs. L'organisation, c'est qui fait quoi, qui est en concurrence avec qui. Régulation, c'est la gouvernance, qui gouverne quoi. Et les comportements, c'est les actions sur les comportements individuels, ce qu'on appelle les déterminants non médicaux. Et vous cherchez à atteindre des performances intermédiaires, que l'ensemble, la plupart des professionnels pensent comme être des objectifs finaux, mais qui n'en sont pas. On vous dit, ce qui est le plus important, c'est la qualité, c'est l'accès aux soins, c'est l'efficience. Ce ne sont que des objectifs intermédiaires, ça. On ne crée pas un système de santé pour faire des soins de qualité. Okay, on crée un système de santé pour améliorer l'état de santé de la population, pour avoir un état de satisfaction des usagers. Une fois, c'est un service qu'on rend, donc on pourrait, dans un système dictatorial, améliorer l'état de santé, mais enfin, on aurait un taux de satisfaction relativement faible. Par exemple, les Russes, les pays souvent ont eu, ou Cuba, un état sanitaire qui est très bon, parce que notamment a des systèmes de prévention qui sont excellents, mais on va dire avec un niveau de satisfaction des usagers qui est quand même relativement moyen. Et un système de protection du risque, c'est-à-dire qu'il y ait une capacité pour tous de financer. Mais ça, c'est un élément extrêmement important. Dans le premier axe stratégique, c'est le maintien en bonne santé. Bon, alors là, on pense, si on raisonne un peu avec les représentations classiques, on se dit, bon, il faut développer la prévention, faut dire. Mais regardez, vous avez les déterminants de santé, c'est-à-dire les déterminants qui sont à l'origine d'un bon ou d'un mauvais état sanitaire. Vous avez les déterminants socio-économiques, 40%, qui sont responsables de 40% de l'état sanitaire. Chômage, revenus, habitat, éducation. Les déterminants individuels, comportement à risque, alcool, drogue, nutrition, tout ça. Puis les déterminants médicaux, c'est-à-dire le système de soins, 20% de l'état sanitaire. C'est-à-dire que le système de soins n'est responsable que de 20% de l'état sanitaire d'une population. Bien pour ça, quand vous allez dans les pays les plus pauvres, ils sont un peu moins importants, un peu moins bien portants que dans les pays les plus riches. C'est d'abord pour ça. Okay, et puis vous avez les déterminants environnementaux, réchauffement climatique et tout ça. Donc dans cette stratégie de maintien en bonne santé, il y a, et j'ai proposé notamment qu'il y ait une... vous savez, on a les systèmes gouvernementaux au gouvernement parce que ça doit partir de là-haut. C'est-à-dire que la santé aujourd'hui, elle est gérée uniquement avenue de Ségur.
alors que Avenue de Ségur, c'est un ministère du soin, pas un ministère de la santé. Parce qu'historiquement, ça a été comme ça, hein, donc c'est là où il faut repenser. Mais donc j'ai suggéré de créer ce qu'on appelle un COGIS. Il y a les COGIC aujourd'hui, Comité opérationnel interprofessionnel de la gestion interministérielle. Non, pardon, Comité opérationnel de gestion interministérielle de crise, les COGIC. Vous savez, dès qu'il y a une crise, ils se réunissent plusieurs ministères. Bon, moi je pense qu'il faut faire un COGIS, c'est-à-dire la même chose, mais pour la santé. Parce que vous êtes obligé d'avoir une orientation et un plan d'action sanitaire pour l'ensemble des politiques publiques qui ont un impact fort, bien plus fort que le soin, sur l'état de santé. C'est quoi? C'est les transports, c'est la politique de la ville, c'est la... Ce que je veux dire par là, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, c'est que tout ce que vous faites, que vous soyez dans la santé ou pas, doit avoir un objectif de santé publique, parce que vous allez considérablement impacter les modes de vie des gens. J'ai pris 2 exemples tout à l'heure, là où on met les parkings et là où on met l'ascenseur. C'est absolument clé. Voilà. Bon, ça, je passe. Alors, sur les structures médicales, création. Alors, il y a, on va dire, l'hôpital et puis le cabinet médical. Le développement de l'hospitalisation à domicile, développement du domicile, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il faut bien voir que les deux, quand même, clés, c'est l'évolution de l'hôpital, là où il y a des enjeux architecturaux très importants, et l'évolution des cabinets de ville. Après, on sait que le domicile va devenir un lieu de soins de plus en plus important, mais en fait pour la population très âgée, ce qui nécesse des aménagements qui sont spécifiques. Alors, je relisais, parce que quand on fait de la recherche et quand on écrit des livres, quelquefois, ça a souvent peu d'utilité, puis quelquefois ça en a. Notamment quand on tombe sur des choses un peu pointues. Mais je vous laisserai, je l'ai amené, mais je vous lis juste un extrait parce que finalement, pas inconsciemment, mais presque, j'ai un peu évoqué le sujet d'aujourd'hui sur l'évolution de l'hôpital. Parce que c'est 200 ans d'histoire qu'il faut comprendre, assimiler et qu'il faut faire évoluer de façon importante. L'hôpital médical a vu le jour dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'Encyclopédie des Lumières avait créé pour ce nouvel hôpital l'expression « machine à guérir ». Okay. Expression qui témoigne de la profonde solidarité qui existait alors entre l'hôpital et la pensée médicale. La rationalité médicale était alors intimement liée à la distribution des espaces hospitaliers. Okay. On peut aller jusqu'à dire, reprenant une formule de Michel Foucault, que les médecins étaient alors de véritables techniciens de l'espace. Pour toutes sortes de raisons, cette solidarité a aujourd'hui disparu. C'est pourquoi il est urgent de repenser de fond en comble les espaces de soins. Cette réflexion impose de déconstruire l'hôpital public et d'imaginer une nouvelle distribution des espaces médicaux conforme à la rationalité médicale du XXIe siècle et à ses pratiques. Bon, je vous laisserai après l'autre chose, mais vous voyez que donc on part bien. Il faut savoir qu'avant le XVIIIe siècle, il y a eu un grand débat. Enfin, ça s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, il y a eu un grand débat et qui était pour faut-il supprimer les hôpitaux? Pourquoi? Parce qu'avant, les hôpitaux, c'était avant tout des lieux où il y avait les pauvres, délinquants, moitié prison, moitié plutôt des miséreux. Bon, que c'est dit, est-ce qu'on supprime ça ou pas? Eh bien, il y a eu une décision, après un grand débat à l'Assemblée, une décision en fait d'en faire un lieu médical, de machine à guérir. Ça fait 200 ans qu'on est sur cette phase-là. Okay. Or, aujourd'hui, il faut repenser l'hôpital qui va devenir non pas le centre du système, mais un lieu de dernier recours. Finalement, c'est là où je ne pourrais pas traiter les gens, m'occuper, prendre en charge les gens ailleurs, j'irai à l'hôpital, non pas l'inverse. Ce qui change totalement les choses. Alors, donc c'est une déconstruction de l'hôpital nécessaire. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est cette notion, l'évolution que j'ai juste empruntée à l'évolution de l'informatique, du modèle mainframe à un modèle mobile et individuel. C'est-à-dire que ça, c'est l'expression hôpital rue est assez bonne, hôpital transverse. C'est-à-dire que véritablement, il faut que je sois... En effet, les patients sont aujourd'hui debout. Ils vont rarement rester une journée. 80% des interventions chirurgicales aujourd'hui sont potentiellement faisables sur moins d'une journée. On en est encore à 40% en France, mais vous voyez qu'on a de la marge. Mais en tout cas, tout ça, évidemment, ça va influencer les espaces de façon importante. Évolution vers de nouveaux modèles hospitaliers, je vais vous en dire 2 mots, parce que j'ai essayé d'aller plus loin, même si là, je m'éloigne de mon centre de compétences, mais j'ai essayé d'aller plus loin. Et la structuration des parcours de soins des patients chroniques.
En effet, il faut passer à une médecine de parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade pendant, on va dire, allez, 10 ans, pour faire simple, que vous avez un diabète, notre système aujourd'hui, il est basé sur des actions ponctuelles à des instants donnés. Mais quand vous êtes sur une répétition d'actions ponctuelles nécessaires pour une bonne prise en charge, il faut les organiser. D'accord ? Parce que là, on est dans le domaine du soin et vous ne pouvez pas dire aux individus écoutez, débrouillez-vous avec ça. Donc il faut un coordinateur et il faut structurer ces parcours de soins, c'est ce qu'on appelle ça. Donc j'ai proposé notamment d'organiser des contrats thérapeutiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base. Hein, donc il faut en effet le patient informé et le socle de tout ça, mais encore faut-il qu'il ait la bonne information. Bon. Et vous savez tous que quand on est affaibli par une pathologie, on a plutôt tendance à faire entièrement confiance aux professionnels et plutôt à se retirer. Donc pour donner de l'empowerment et réévaluer tout ça, enfin renforcer le rôle des gens, il faut quand même qu'il y ait un socle. Un socle, c'est ce contrat thérapeutique dans lequel vous avez un certain nombre de choses, mais qui fait qu'on est bien sûr qu'au début, entre guillemets, tout le monde est à égalité et tout le monde a bien compris les objectifs de chacun et ce que va contenir la chose. Donc c'est des choses qu'il faut comme ça imaginer. Alors sur surcapacité de 100 000 lits, vous connaissez probablement tout ça. On a, si je compare par rapport aux autres pays, la France c'est 6,3 lits pour 1000 habitants. La moyenne de l'OCDE c'est 4,8 lits. Donc si vous faites tout ça, il y a 100 000 lits de plus. Les comparaisons n'est pas raison, mais ça permet de voir un petit peu. On a un nombre d'hôpitaux bien plus important que les autres. On voit qu'on a si vous regardez par million d'habitants, on a 41 hôpitaux. Voilà, c'est très variable, mais en tout cas contre une moyenne qui est de l'ordre de 20 dans les pays de l'OCDE. Mais certains, comme l'Allemagne, en ont plus que nous. Alors, on a un défi d'offre, ce qui est une particularité française, c'est qu'on a mis en concurrence en fait une offre publique et une offre privée, ce qui a fait, de mon point de vue, le succès du modèle français, même si là-dessus, il y a des divergences sur le plan des visions politiques. C'est que pour certains, la santé doit étant un bien public, jusque-là on est d'accord, mais ne peut être servie que par un service public, lui-même servi que par une offre publique. Bon. Or, ce qui est absolument central dans notre système de santé, si on veut le garder, c'est qu'on a imaginé ce que la France a inventé, qui est que pour délivrer un service public, on a inventé une délégation de service public au système privé. D'accord ? On fait ça avec l'eau, on fait ça avec les déchets, on fait ça et ça a quand même pas trop mal réussi. Et c'est au cœur de notre système de santé. Et je pense, moi, qu'il faut le conserver. Et penser affaiblir le privé pour renforcer le public est une vue de l'esprit, à mon avis, qui n'ira pas très loin, mais c'est ce qu'on a fait dernièrement. Je ferme la parenthèse. Alors, évolution des structures, là, pour être concret, donc on va vers où ? À mon avis, on va vers 3 nouveaux modèles hospitaliers. Un premier modèle qui... Alors, comment j'ai réfléchi à ça ? C'est en utilisant un certain nombre de critères. Ce qui est important, c'est la vitesse des flux patients, qui va être très différent en fonction des activités, la présence de lits ou pas, la présence de plateaux techniques ou pas, et le coût moyen du séjour. Je pense qu'on va vers un modèle tête de réseau qui est un centre d'excellence au service hyper spécialisé. C'est-à-dire qu'on a une complexification croissante, des innovations qui arrivent de partout, où il faut qu'on ait ce centre-là. Et ça tombe bien parce qu'on a ce qu'on appelle les CHU qui ont été pensés pour ça. D'accord ? Donc il faut s'appuyer sur ces structures, mais évidemment en les restructurant. Le CHU, aujourd'hui, il fait 80% de proximité pour 20% d'excellence. Donc il faut inverser ce ratio-là et le repositionner sur sa mission d'excellence. Quand vous regardez un petit peu les architectures des CHU, vous apercevez que là, il y a un travail absolument colossal de faire. Donc c'est de la restructuration et c'est très, entre guillemets, vendable, parce qu'on me dit, oh là, mais ça ne pas, ça valait... Non, mais c'est extrêmement vendable, parce que c'est revaloriser le CHU, qui est en train d'être dévalorisé complètement. Avant, le Graal pour un médecin, c'était d'être chef de clinique dans un CHU. Maintenant, il ne trouve pas de volontaire pour être chef de clinique dans un CHU. Donc vous voyez qu'à ne pas transformer les espaces, on les dévalorise, on les dégrade pour les principaux, pour les premiers concernés, qui sont ceux qui travaillent dedans. Donc ça, c'est une première évolution nécessaire, qui encore une fois, ne va pas être très compliquée en France. Deuxième évolution, c'est on aura besoin de centres de moyen et long séjour centrés sur les soins de suite et les soins de moyenne et longue durée. Il y aura toujours des pathologies qui nécessitera de passer du temps dans des hôpitaux, notamment en médecine ou pas. Et puis, vous aurez un troisième qui est à créer, c'est le centre purement ambulatoire, ouvert uniquement la journée, centre ambulatoire multiservice, c'est-à-dire qui servira à soigner les gens, mais pas simplement à faire de l'éducation thérapeutique, extrêmement ouvert sur le reste. C'est
quand vous prenez ça en fonction de mes 4 critères, vitesse de flux patient, hein, vous avez le troisième évidemment extrêmement rapide pour l'ambulatoire. Présence de lit, il n'y en a pas en ambulatoire. Le plateau technique, il y en a un qui est un peu moins complexe que dans mon centre d'excellence, mais qui reste quand même complexe. Et un coût moyen du séjour qui est plutôt dans la moyenne là, alors qu'il va être très élevé dans le centre d'excellence et très faible dans le type 2. Voilà, à mon avis, vers lesquels les centres... Alors tout ça, il n'y aura pas de centre pur, entre guillemets. Hein. Vous êtes obligé parce que vous êtes dans une phase de transition, mais quand on réforme, il faut savoir où on va. Quand vous voyez aujourd'hui que il y a 2 grands hôpitaux de l'Est parisien qui vont fusionner dans un grand hôpital au nord de Paris, c'est extraordinaire. On construit ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, hein, donc il n'y a pas de nouveauté, mais on construit l'hôpital du XXe siècle. C'est-à-dire que les repères chez les gens, et donc qu'on donne aux architectes, c'est quand même le nombre de lits qu'il y aura, la surface hospitalière, bref, tout ce qui ne devrait pas être considéré aujourd'hui comme une des variables prioritaires. Mais vous voyez qu'il faut, pour faire la révolution des structures, il faut faire la révolution des cultures, et ça, c'est pas simple. Bon, ça, je vais être obligé de passer défi de la médecine libérale. C'est la... alors, j'ai inventé une structure qui, quand je dis j'ai inventé, c'est que peut-être qu'elle verra le jour un jour. Puisque en fait, j'ai vu que les Républicains avaient repris, enfin j'ai vu pas mal auditionné, avaient repris dans le projet de loi qu'ils vont présenter le 16 juin et que le Sénat va le reprendre, donc la création de centres ambulatoires universitaires. Ma réflexion était la suivante, c'est qu'est-ce qui a hospitalo-centré le système ? Ce sont les ordonnances de 58 de Debré, qui ont permis de construire de formidables vaisseaux amiraux avec une technologie et une expertise extraordinaires. Aujourd'hui, on n'arrive pas à déshospitaliser le système dans les structures et dans les cultures. Donc finalement, il faut dénouer la question à la base. C'est sur ces ordonnances de 58. Donc ce que j'ai proposé, c'est d'étendre les prérogatives de recherche et d'enseignement, qui étaient exclusivement par ces ordonnances-là dédiées au CHU, à des centres ambulatoires de ville ou de campagne, cabinets médicaux, centres de santé, peu importe, en fonction d'un cahier des charges. Pourquoi c'est important ? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, un médecin libéral sur 2 est un médecin généraliste. Vous savez que les médecins généralistes, encore aujourd'hui en 2016, ils sont à 95% formés dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils voient des patients qu'ils ne verront plus du tout dans leur exercice professionnel. Donc vous voyez la déconnexion complète entre le lieu de formation et finalement le lieu et la réalité de l'exercice qu'ils auront demain. Ça a tout un tas d'impacts, au-delà du fait qu'évidemment vous ne les formez pas véritablement à ce qu'ils vont découvrir sur le terrain alors que vous avez payé des formations pendant des années. Mais au-delà de ça, c'est que quand vous êtes interne de médecine, vous allez tisser toute une vie sociale pendant 3 ans, c'est pas rien de votre vie, et les CHU, ils sont où ? Ils sont dans les grandes villes. Et après, vous allez demander à ces gens-là d'aller dans les campagnes, dans les petites villes pour s'y installer, alors qu'ils ont déjà leur réseau social là. Donc, vous voyez que ça a des impacts très importants. Donc, si vous déplacez aussi la formation sur le terrain et sur les lieux, vous allez favoriser la repopulation des campagnes. Donc, ça a tout un tas d'impacts, mais vous entendrez certainement parler de ça. À savoir, mais pourquoi je vous le dis, c'est que alors on me dit toujours, ah ben oui, mais comme toujours, quand vous apportez un truc nouveau, j'ai pas la réponse à tout. Mais oui, mais alors ça va être quoi concrètement au centre ambulatoire ? Il y a des cabinets médicaux qui existent, on part pas de rien. Maintenant, il est clair qu'il va falloir adapter ces cabinets médicaux, parce qu'il va falloir qu'il y ait des espaces de recherche, des espaces d'enseignement, même si l'enseignement à l'internat, c'est un enseignement clinique, hein, l'enseignement théorique va toujours avoir lieu à la fac. Mais vous voyez qu'il va falloir penser ces nouveaux espaces en intégrant ces nouvelles prérogatives. Demain. Voilà. Alors, bon, sur les 3 éléments, parce que là, encore une fois, je vous passe le relais, parce que vous avez beaucoup plus de compétences que moi sur tout ça, mais qu'est-ce qui, à mon avis, impacte de façon la plus marquante possible la révolution numérique ? Évidemment, mais encore une fois, il faut comprendre les implications de ça. Les implications, c'est que... tout ce qui est espace de soins, ça a été dit avec la salle d'attente, mais c'est vrai pour l'ensemble de la chose, doit être sous contrôle du patient qui, encore une fois, veut être acteur dans ce... Enfin, doit être acteur. C'est pas veut être acteur, parce qu'il y a une très différence entre vouloir et devoir. C'est devoir, c'est-à-dire que même celui qui est beaucoup moins éduqué que l'autre doit être dans cette dynamique-là, mais donc il faut que le système le mette. Alors, vous avez aujourd'hui...
concept home, il avait été présenté à Hôpital Expo où vous allez, je crois, la dernière fois, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'un lit à roulettes dans un endroit qui est entièrement conçu, entièrement, entre guillemets, numérisé sur la chose, mais vous voyez que vous avez ce lit-là qui va s'imbriquer quelque part, qui va devenir lit après, mais vous avez une tablette qui permet de communiquer avec des médecins qui sont à l'extérieur, avec ici un écran qui permet d'avoir les résultats des radiologies et des choses. Donc vous avez un contrôle quasi complet du patient sur la chose. Bon, de toute façon, je vous laisserai la présentation, hein, ou peut-être, mais vous avez tout un tas c'est le début, ce sont des prémices, donc je vais donner des exemples. La Kinect de Microsoft, par exemple, ça c'était un jeu vidéo pour les gamins, mais finalement on s'est dit que c'était pas mal, c'est-à-dire que c'est une caméra qui détecte les mouvements et qui permet en fait aux chirurgiens, par exemple, qui sont avec des gants et qui peuvent ne rien toucher, qui permettent avec des mouvements de faire défiler les images dont ils ont besoin et de faire défiler les caméras qui sont dans le corps des personnes. Donc vous voyez qu'on en est sur ces choses-là. Donc ça veut dire que les blocs opératoires, évidemment, doivent inclure tout ça. Alors là, vous avez une chose qui est un champ énorme. J'ai fait une présentation l'autre jour là-dessus, parce que ça a des impacts médico-économiques, qui sont les hôtels hospitaliers. C'est deux mots, mais en gros, on est en train de dissocier la séparation du soin et de l'hôtellerie. Parce que quand on fait ces centres ambulatoires, ça ne veut pas dire que les gens... Encore une fois, parce qu'il y a une autre chose, c'est aussi qu'on va passer des modèles généralistes à des modèles de spécialités choisies, y compris pour les CHU. C'est-à-dire que l'hôpital qui prend en charge l'ensemble des spécialités, c'est fini. C'est-à-dire qu'on doit aller... Pourquoi ? Parce que, comme une fois, la médecine devient tellement complexe et qu'il faut des pôles d'excellence. Vous ne pouvez pas être excellent dans tous les domaines à l'intérieur d'un même établissement. Donc il faut les répartir. Dans les centres ambulatoires, vous allez... en théorie, vous n'avez pas de liste, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à recevoir des gens, mais d'une part, vous avez des gens qui vont venir de très loin, d'autre part, vous avez des gens qui ont un environnement social qui fait que c'est compliqué de les renvoyer chez eux après, même s'il y a 3 fois rien à s'occuper, enfin, il vaut mieux les avoir près de l'établissement, etc. Donc, l'avenir de l'hôpital, pour vous dire le retard qu'on a, c'est que moi je construis à l'étranger des hôpitaux sans lit avec des hôtels à côté, alors qu'en France on a énormément de mal, on en compte 3 hôtels hospitaliers. Donc vous voyez la difficulté qu'on a à faire ça, mais on va y venir. Donc là, il y a à réfléchir sur ces hôtels hospitaliers où chaque pays a un petit peu une pratique différente, mais je vais aller dans un slide où j'ai essayé. Alors là vous avez l'intensité de soins, par exemple si vous prenez l'Allemagne, la Suisse et les États-Unis sont des lieux où on pratique un peu des soins. Pas des soins compliqués, mais on pratique un peu des soins. Et puis vous avez les pays, Suède, Norvège, Danemark, hein, où eux, il n'y a absolument aucun soin. C'est véritablement de l'hôtellerie particulière, puis il y en a qui le font moins. Donc vous avez différentes pratiques. Bon, les principes communs que j'ai pu relever, c'est que l'emplacement privilégié est un bâtiment indépendant situé à l'intérieur de l'hôpital. La taille des hôtels hospitaliers, ce qui tombe d'ailleurs pas mal pour restructurer souvent des ensembles qui sont gigantesques souvent, on ne sait pas quoi faire de l'espace, et là on peut les rentabiliser avec ça. Ce qui n'empêche pas qu'on peut ouvrir les hôpitaux, on peut ouvrir les hôtels hospitaliers à des touristes et à tout ça. Hein. C'est Thierry Marx par exemple qui avait vu à Lyon. Bon, donc tout ça c'est en train d'arriver, c'est la même chose. La taille des hôtels hospitaliers est soit très petite, soit très grande. Ils ont moins de 25 chambres, 50% ont plus de 100 chambres. Là, je suis dans les constats. Hein. Après, il faut réfléchir. Ouverture fréquente aux clients extérieurs, autres patients de l'hôpital, accompagnants dont la présence n'est pas requise pour l'hôpital. La nuitée rarement à la charge du patient, financement par les pouvoirs publics ou les financeurs privés. Mode de gestion par un prestataire privé. On fait vraiment de la délégation à un prestataire privé. À chacun son business. Construction de nouveaux bâtiments pour les grands hôtels hospitaliers et reconversion de patrimoine immobilier pour les petits hôtels hospitaliers. Bon, bénéfices pour les patients, ça pour les financeurs, non important. Bon, on va... Réduction des surfaces hospitalières, vous l'avez compris, c'est une nécessité, c'est urgent. Pourquoi ? Parce qu'on va vers une réduction de la valorisation des séjours hospitaliers, puisqu'on baisse la durée moyenne de séjour. Forcément, on adapte la valorisation des séjours à la structure de coût. Bon. Sauf que quand vous ne faites pas évoluer vos établissements en fonction de ça, vous vous retrouvez, vous, avec les coûts et avec des revenus qui baissent. Donc tout le monde gueule. Mais ce que je dis aussi, ils ont raison de gueuler, mais je dis aussi aux cliniques et aux trucs, mais adaptez-vous, parce qu'on peut critiquer l'administration, mais elle ne fait finalement qu'adapter un mode de financement à l'évolution des coûts.
qui sont quelquefois des évolutions théoriques, parce que les gens ne restructurent pas, mais donc il faut restructurer pour ça. Bon. Mais donc, la réduction des surfaces hospitalières est d'une urgence nécessité. Juste pour vous dire, depuis 2000, on a augmenté de 15 millions de mètres carrés la surface hospitalière, hein, avec les plans hôpitaux 2007-2012. Pour vous dire que ce qui vous paraît évident dans ce que je vous dis, c'est pas évident dans tous les esprits. Alors j'ai trouvé un truc qui peut vous intéresser, mais alors là, lien entre couleur et santé, théorisé par un enseignant suisse, Johan Itten, impact des couleurs chaudes et froides sur l'organisme. Bon, donc il y a tout un champ. Voilà. Évidemment, il y a des grandes orientations. On vient d'en voir, c'est-à-dire qu'il y a de la reconversion dans des hôtels hospitaliers à partir du moment où on développe de l'ambulatoire. Après, je dirais que c'est au cas par cas. Si vous prenez une clinique qui fait quelques milliers de mètres carrés, et puis à côté, si vous prenez la Pitié-Salpêtrière, la réflexion n'est pas la même. Mais moi, je suis là pour donner des orientations précises. Après, il y a plusieurs options. Il faut analyser les choses au cas par cas. Enfin, je connais peu de problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution. Mais il faut déclencher, il faut que le politique déclenche la réforme. Conclusion des mutations fortes de l'environnement qui obligent à une refondation du système de santé. Ça, c'est la première chose pour vous, pour que ça ensuite descende en cascade. Répondre d'abord aux évolutions stratégiques plutôt que de partir des nouveaux outils technologiques. Alors, c'est peut-être une structure de pensée, hein, mais moi, je sais faire que comme ça. Et je suggère que ça soit plutôt comme ça si on veut des choses de long terme. Nécessité d'une double évolution des cultures et des structures. Probablement pour tout le monde, hein, il faut repenser les espaces médicaux en place depuis 200 ans. C'est un champ de recherche considérable pour les architectes innovants. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolé, j'ai dû accélérer et il faut maintenant que je fonce.